l'image tourne. Ah, mince. Donc ça, oh merde. Oh non, non, non. Oh non. Ça, c'est ton gros classique. C'est des proutes, c'est ça? Partout où tu passes. Ouais, c'est clair. Ah, c'est à Angers, j'ai fait la même blague. Ah, tu à Angers, non, à Clermont, ouais. Et dis-moi, c'est quoi les initiales de Grand-Père Travail? Je vais te laisser le dire. J'ai fait au serveur de la crêperie, on est allé tout à l'heure, c'était énorme. Je sais pas pourquoi je parle dans le micro pour dire ça, c'était énorme, vraiment un truc de fou. C'est une blague dont tu ne te laisseras jamais. Exactement, je l'ai inventé en CE2. Je l'ai pas du tout inventé, c'est mon cousin qui a dû me le dire, Thomas. On est parti. Alors, à l'origine, Grand Paris Express, c'était comment c'est arrivé? En fait, moi, Grand Paris, c'était mon premier film produit. J'avais fait des courts-métrages autoproduits, d'ailleurs déjà avec Sébastien à l'époque. Exact. Un film qui s'appelait Moselle, enfin, qui s'appelle toujours Moselle d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'en parle au passé. Peut-être parce que c'était il y a 5 ans, 6 ans. Il y a 5 ans, hein, ça ne me rajeunit pas. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et ouais, c'est vrai que j'ai rencontré mon producteur, Emmanuel Chaumet, dans l'idée de faire un court-métrage qui s'appelait Grand Paris. Et j'ai été confronté pour la première fois au circuit financement, les commissions, écrire, déposer, attendre, déposer, tout ça. Et moi, j'étais tellement obsédé par le scénario que j'arrêtais pas d'y penser et de bosser dessus, quoi. J'avais déjà rencontré Mamadou, j'étais déjà bien dans le truc, quoi. Et en fait, à force d'écrire, et notamment un jour, on s'était vu, tu sais, on avait bu un café, et on avait parlé de plein de trucs, de science-fiction, de Grand Paris, et tu m'avais parlé de la base de l'humour. Oui, puis on s'en a reparlé au téléphone assez longuement après aussi. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai rajouté des scènes, j'ai rajouté des personnages, notamment celui que Sébastien interprète dans le film, Momo, et c'est devenu un long métrage en fait. Donc à un moment donné, on est arrivé à un point où il y avait un court métrage en financement et un long métrage en financement. Mais c'était le même personnage, le même univers. Tu savais dès le départ que le court et le long existeraient ou il y avait une incertitude? D'abord, il fallait faire le court et si ça marchait un petit peu en festival, il y aurait un long. Moi, je suis assez impatient et j'avais jamais fait de festival à l'époque. Donc je me disais pas, oh, ça va marcher en festival et après je pourrais faire. Je me disais non, c'est maintenant ou jamais parce que j'avais pas trop confiance. Je me sentais un peu, pas snobé, mais j'avais fait 2 courts-métrages, ils avaient fait aucun festival. Donc j'avais vraiment pas du tout cette logique-là de se dire il faut faire d'abord les festivals et après ci, après ça, parce que je me disais non, il faut que je rentre par la fenêtre et que je fasse direct un long-métrage, quoi. Et à partir du moment où j'ai écrit le scénario plus long, pour moi c'était ça le film. C'est vrai que c'est trop dur, déjà c'est toujours un peu une sorte de deuil de tourner ton scénario puis de le monter, de couper des scènes. Mais alors là c'est atrophier totalement le film que d'en retirer 45 minutes, quoi, tu vois. Et donc à partir du moment où j'avais le long métrage, moi je voulais faire le long. Ensuite, c'est dans un deuxième temps où on s'est dit ok, on peut avoir de la thune, des financements de court métrage qui vont nous aider à faire le film en entier, mais dans ce cas il faudra aussi monter le court. Et c'est là que l'idée du double film est venue. L'idée c'est qu'avec les financements court métrage qu'on a, on tournerait le long, mais on devrait forcément monter le court parce qu'on a des obligations envers le CNC, envers Arte, qui nous aidaient à produire le film. Donc c'est ce qu'on a fait. Ouais, et tu venais d'où toi parce que tu avais fait tes premiers courts-métrages autoproduits, ouais. Tu rencontres ton producteur, c'est quoi ton parcours avant d'avoir Arte quand même? Parce que Arte c'est pas mal déjà. Alors Arte ça s'explique un peu simplement parce que eux, on a eu beaucoup de mal à obtenir une aide du CNC qui est une aide sélective, qu'on appelle la contrib, maintenant, elle s'appelle l'aide d'avant-réalisation, c'est très 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 sélectif, ils aident genre 2% des scénarios. Nous on a eu de la chance que le jury, la commission à ce moment-là aime bien le projet, que ça lui plaise. Alors je sais que ça a été débattu, hein, c'est toujours c'est des affinités, des subjectivités, donc on a eu la chance que le CNC finisse, après réécriture, après plusieurs plénières, ils ont fini par aider le projet. Et ça a débloqué, en fait, Arte regarde les projets qui sont aidés, et là-dedans, s'il y a quelque chose qui intéresse, ils nous contactent. C'est comme ça allait très vite. Moi, j'avais rien fait, enfin, j'avais fait 2 courts-métrages autoproduits, et j'avais pas fait d'études de cinéma, enfin, quelques mois à la fac, quoi, seulement. J'avais pas mon diplôme et tout. Après, ça faisait bien 4 ans que j'étais caissier au cinéma de ma ville, et que je regardais beaucoup de films, et que j'écrivais, et que j'avais vraiment ce désir-là, même cette
cette volonté en fait de devenir cinéaste, alors que rien n'indiquait que ça allait être trop possible, quoi, puisque j'avais un peu tenté des écoles de cinéma ou quoi, ça avait vraiment rien donné, ça le faisait pas trop, mais j'avais l'impression de trouver un peu, notamment avec Moseb, sorte de style, quoi, de rapport à la banlieue, à la comédie, au pavillonnaire, et ouais, donc j'ai fait 2 courts-métrages, Moseb et Les Vacances à Chelles, et j'ai réussi à montrer Les Vacances à Chelles à ce producteur que ça intéressait, Emmanuel Chomet, et qui m'a appelé, et on s'est mis à travailler ensemble, quoi. Et lui, il aime bien donner sa chance aussi à des profils un peu atypiques comme ça, autodidactes, il aime bien le challenge. Je sais qu'il aime bien le truc qui n'est pas forcément évident, que c'est un peu casse-gueule, quoi. Et moi, je pense que j'étais bien casse-gueule. Et donc, Moseb, Sébastien, tu jouais déjà dans ce film-là, donc vous étiez rencontrés. Exactement. Et parce que toi, tu étais déjà un petit peu connu dans le milieu du court-métrage. Du court-métrage, pas tant en vérité. Moi, je suis rentré plutôt par la télévision câblée et le théâtre. Moi, c'est Irresponsable, en fait, une série OCS qui est sortie en 2016. Ouais, la première saison 2016. Ouais. 2016, et je l'avais vu moi, et j'avais trouvé super. Je sais pas si t'as regardé toi. Non. C'est trop bien, gros. C'est exceptionnel. Irresponsable, Irréprochable, c'est un film avec Marina Foïs qui est bien aussi. Hein. Mais il joue pas dedans. Donc, non, je joue pas du tout dedans. Mais il y a Jean-Luc Vincent dedans. Ah, pas mal aussi ça. Et donc oui, non, moi j'étais un peu connu, on va dire, j'étais repéré dans le milieu. Et un jour, j'ai reçu un truc que je fais jamais en plus dans mes spams Facebook, je crois. Une annonce de Kenza, la directrice de casting de Moseb, et je vois, elle m'envoie un scénario directement, je crois, et un scénario qui, moi, me fait penser à Lynch et tout. Je me dis, tiens, c'est bizarre, comme ce truc qui tombe dans mes spams, d'habitude, je regarde et puis... je fais jamais dans les spams, quoi. Et là, je me dis, tiens, je tombe dessus, puis ça me parle. C'est un peu lynchien, c'est un peu Maya Deren, c'est un peu ce genre de cinéma un peu expérimental, mais qui raconte un peu de la magie, enfin, avec un peu de magie, un peu d'obscurité, un peu de mystère et tout. Et je vois qu'il y a 2 personnes que je connais, dont une dont j'apprécie beaucoup le travail, qui est Benoît Forjard. Il y avait aussi Chloé Astor dedans que je connaissais. Je me suis dit, tiens, ça fait une petite coïncidence, et puis je sens que Martin, c'est quelqu'un un peu de la coïncidence, pas qu'il y croit, pas en signe, pas le côté paranoïaque, mais dans le côté tu constates les coïncidences, quoi. En fait, je pense aussi que je suis un peu paranoïaque des coïncidences. Probablement. Ouais, je voulais pas le dire en public, mais ouais. Et voilà, et donc c'est comme ça, je me suis dit, tiens, allez, allons-y, finalement, ça a l'air intéressant, et puis je l'ai rencontré, et puis effectivement, il était intéressant. Et dans le générique du long métrage, peut-être du court aussi, je ne me rappelle plus, mais sur le long, en tout cas, tu remercies Yann Gonzalez, Benoît Forjard et Antonin Perret-Jadco. Et c'est vrai que dans ta signature, il y a un peu des 3. Moi, je suis fan des 3. Dans l'ordre, moi, j'ai découvert Perret-Jadco, puis Forjard, puis Gonzalez. Et c'était la révélation de se dire, ok... Enfin, pour moi, le cinéma français, c'était chiant et un truc de boulot, relou et tout. Et là, d'un coup, t'as des propositions comme ça, t'as des univers de ouf, t'as des films hyper excitants, hyper originaux. Alors ouais, c'est vrai, moi, depuis 2013, je crois, la fille du 14 juillet, j'avais vu à la ferme du Buisson, à côté de chez moi, avec mes darons, on était allés voir ça, on a vu fille du 14 juillet, mais la révélation, quoi. Et il se trouve que Perret-Jadco et Forjard, c'est le même producteur avec qui je travaille aujourd'hui. Donc je me disais, j'adore le travail de ce gars, les réalisateurs avec qui il travaille et tout. Et Gonzalez, j'ai rencontré un peu plus tard, et pareil, c'est quelqu'un... Enfin, moi, vu que du coup je connais pas grand monde à la base et que j'ai pas aucune expérience ou quoi, ça fait du bien de rencontrer des gens un peu plus âgés, ou en tout cas qui ont plus d'expérience et qui... Enfin, je sais pas, ils te soutiennent et ils t'accompagnent et... ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont aidé beaucoup, ouais. Perret-Jadco et Gonzalez, ils m'ont aidé beaucoup, non seulement parce que j'adore leurs films et qui m'ont inspiré, mais aussi parce qu'ils étaient dans des commissions dans le CNC ou des trucs comme ça qui m'ont aidé à aller jusqu'au bout pour avoir un budget. Donc, après, ils l'ont pas fait pour moi, on se connaissait pas, mais c'est vrai que moi, tu sais, quand t'es sensible à l'univers de quelqu'un et qu'après, en retour, il t'aide à faire ton film, c'est hyper valorisant. Et donc ouais, après on s'est rencontrés, on a bien accroché. Moi c'est des gens que j'aime toujours recroiser, surtout pour Gonzalez et Perret-Jadco. Forjard c'est hyper à part parce que lui je lui dois énormément. C'est lui qui m'a fait rencontrer, donc il a joué dans Moseb. Puis après il m'a invité sur le tournage de son 2e long métrage. Donc imagine, moi je suis fan absolu et je peux aller bosser sur le film. Je faisais le making of. Celui sur le frigo là. Yves, ouais. Avec William. Avec William, et j'ai rencontré William à ce moment-là, on est devenus potes, puis Forjard a montré mes films à son producteur, et puis j'ai rencontré son producteur, enfin il m'a payé 1 milliard de coups de resto, il m'a donné plein de leçons de vie, de cinéma. J'ai des énormes dettes envers ce mec, et
Et ouais, bah, ça pareil, c'était un peu... Bah, tu sais, quand t'es fan de quelqu'un et tu deviens pote avec, c'est un sentiment que je pensais jamais vivre un jour, tu vois. Ouais. Alors ça, c'est quelques références que tu as glissées à la fin du film, mais dans le film, tu en as cité d'autres. Tu as cité Stargate, tu as cité, indirectement, mais ça s'est senti, Inspecteur Gadget, tu as cité Indiana Jones, et puis on en voit d'autres. On voit RMC Story, peut-être que tu regardes beaucoup RMC Story. On voit peut-être Orelsan aussi. Ouais. Est-ce que, voilà, comment tu raconterais comment ton film, comment tu le voyais, comment tu l'imaginais? Parce que t'as pas voulu copier un univers, mais forcément tu t'es nourri. Ouais. Ben, je pense que effectivement, moi j'aime plein de trucs différents, mais j'aime quand même pas mal de trucs qui sont finalement mainstream ou assez contemporains. C'est vrai que tu parles d'Orelsan, de Comment c'est loin. Ça, quand j'ai vu, ça m'a rappelé à mort la galère aux Erebus avec mes potes. Tu sais, quand t'as pas grand chose à faire, tu t'ennuies, tu déconnes et tout. Et après, moi, ouais, à la base, c'est vrai que quand j'étais petit, avec mon daron, on regardait que des films américains de science-fiction, Indiana Jones. C'est vraiment là où j'ai commencé à kiffer le cinéma, à me dire, waouh, mais les émotions de dingue, enfin, à m'exciter. Je sais pas combien de fois j'ai regardé Indiana Jones 3 en boucle et tout. Enfin, je m'identifiais trop au personnage, Indiana Jones Junior. Et ouais, il y a comme ça un mélange de plein de références un peu geek, un peu science-fiction, et je crois que c'est un truc qui nous a aussi plu tous les deux. On partage ces références pas mal. Il y a aussi des références japonaises. Moi, je suis un gros fan de Miyazaki, et même de manga, d'animé, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Les dessins animés pour enfants aussi, je pense qu'il y avait un équilibre comme ça, avec plein de trucs issus du monde des enfants, un rapport presque nostalgique, un peu coloré, un peu faussement naïf, et puis des trucs de science-fiction un peu geek. Et du film de genre, moi j'adore Tarantino par exemple. Absolument fan de Tarantino. Donc ça fait un drôle de mélange. Le tout en banlieue pavillonnaire. C'est vrai que c'est peut-être aussi un cocktail. Après moi, c'est vrai que genre, j'adore plein de trucs. J'ai pas trop envie de les copier dans l'idée, mais je me pose pas la question quand j'écris, parce que je me dis, le filtre, le contexte de ce qu'on raconte, ça met déjà une personnalité, tu vois. Enfin, en fait, je me pose pas la question, en vrai. Je me pose pas la question. Écrit, et puis voilà, Ouais, j'ai écrit, ça me faisait délirer. Et après, c'est vrai, il y a même des trucs parfois qui sont inconscients, tu t'en rends compte plus tard. Après, il y a des références qui sont vraiment. Je parle tout le temps d'Indiana Jones dans le film, parce qu'il y avait l'idée de faire un Indiana Jones de la RATP, quoi. Tu vois, un truc de galérien qui met d'un coup la main sur c'est en gros, si deux clampins faisaient la découverte archéologique du siècle, quoi. Donc ça, c'était ma démarche pour écrire le scénario. Après, c'est vrai que sur la route. L'obsession des pyramides, les rapports à Stargate, moi j'adore l'Égypte en fait. Il y a plein de trucs qui sont hyper personnels, juste pas autobiographiques, mais juste de kiff à moi, quoi, qui sont dans le film, et ouais, c'est mon univers, quoi. Et entre le court et le long, est-ce que tu avais la même intention? Et quand je parle d'intention, je parlais de ton déjà. Est-ce que tu penses que est-ce que tu as voulu que ton film soit une comédie par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, le ton humoristique vient au-dessus de quelque chose d'autre que tu penses? Alors ça peut être un film à la Indiana Jones, mais ça peut être, pourquoi pas Lynch, pourquoi pas autre chose. Comment toi tu l'as pensé, que ce soit le court ou que ce soit le long? Bon, pour moi c'est tout sauf une comédie, hein. C'est un drame absolu, quoi. Non, moi je voulais que ça soit... C'était ta blague. Moi je voulais que ça soit marrant, j'espère, je crois que les gens ils rigolent un peu. Mais parce que toi, tu trouves que le court est moins drôle que le long, c'est ça? C'est l'inverse. Alors moi j'ai trouvé les deux finalement différents, parce que tu fais le choix de faire certaines coupes où en tout cas ça n'existait pas encore au moment du long, notamment de nombreux passages avec Sébastien. Tous les passages en fait, je suis pas dans le court. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas juste à un moment ta figure qui apparaissait dans le court, mais... Non, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Je crois pas. Ouais, il est pas du tout dans le... Ouais, c'est ça, donc ça a été rajouté, et ce passage-là a quand même une coloration bien différente. Parce que... Là, c'est film de genre, ouais, là, on est plus près de... Alors, Lynch, non, peut-être pas. Mais en tout cas, tu tentes quelque chose d'un peu différent, et tu mets en pause un peu le ton humoristique que tu as un peu plus dans le début du film, et la fin du film, la comédie, elle s'échappe un peu aussi. Tu vas chercher autre chose. La grosse différence entre le court et le long, je pense, c'est que le long, à un moment, il met le pied dans le film d'aventure. Enfin, il va dans cette direction-là.
Je sais pas si à quel point ça se sent, à quel point c'est réussi, à quel point ça peut sembler parodique ou pas, mais nous il y avait vraiment l'idée que l'aventure s'emballe, qu'il y ait quelque chose qui nous enthousiasme. Et c'est le personnage que joue Sébastien qui apporte beaucoup ça. C'est vraiment le virage Indiana Jones du film. Je dirais que c'est la grosse différence entre les deux, entre le montage du court et le montage du long. Il y a aussi la musique. Ça c'est une approche qui colorie tout le film. Et autant le court, on a des musiques assez contemporaines, assez urbaines, du rap, des trucs comme ça. Autant le long, on a décidé de prendre un contre-pied, de créer un décalage avec des musiques qui est presque anachroniques. Tu vois, des guitares, des instruments, des flûtes de pan, des pianos, trucs qui donnent une couleur, tu sais, un peu pas rétro, mais presque, je sais pas, ça ressemble à des musiques de Cosma pour des comédies avec Pierre Richard et Depardieu. Tu vois, alors que ça monte de gars en survêt du PSG, donc ça crée comme ça une tension, moi, qui me semblait intéressante. Et je suis content que tu me dises ça. C'est vrai que la fin, elle est assez mélancolique. Pour moi, j'avais pas envie de faire une pure comédie. J'avais envie. C'est vrai que j'aime bien le mélange, la nuance, et de dire qu'on passe de la comédie bien marrante, enfin j'espère en tout cas, enfin, de bonnes grosses blagues, puis du film d'aventure où presque tu te dis est-ce que vraiment ça, jusqu'où ça va aller, puis que tu redescendes sur quelque chose de plus planant, de plus triste, un peu de spleen comme ça, de la métropole déserte dans laquelle tu erres sans but. Moi je crois que ce qui m'intéresse dans la vie c'est justement le mélange des genres, des registres, quand quelque chose qui est pas très linéaire, qui est surprenant, qui change tout le temps, et je voulais que le film il soit à cette image là quoi, un peu insaisissable. Je trouve que il donne cette impression là qu'on aime ou pas, hein. Par exemple, je sais que entre le court et le long, parfois quelqu'un qui a bien aimé le court peut être dérangé par le passage film d'aventure ou presque complotiste et se dire ah non d'un coup là on est dans autre chose, on est dans la parodie, ça m'intéresse plus. Je peux le comprendre, tu vois. Mais moi c'est vrai que j'avais envie de faire un film, un film qui sorte un peu des cases, un peu des registres, et là-dessus on était, nous deux là avec Mamadou, on était le petit duo qui fait le lien, le fil rouge des autres trucs, et c'est vrai que nos deux personnages qui sont tellement opposés, ils aident à garder, enfin tu sais c'est un peu la boussole au milieu des aventures de tout ce qu'ils vivent quoi. Voilà. Alors ça, tu fais bien de parler de Mamadou. Est-ce que toi, Mamadou, tu dirais que c'était un film de potes? Ouais, si. Moi, je dirais que c'est un film de potes. Parce que parler dans le micro. Ouais, c'est pas juste pour le tenir. Parce que moi et Martin, on a travaillé les deux rôles pour qu'on soit en gros, qu'on ait une complicité. On s'est vu et revu dans des jardins, dans des terrasses, on a bu des cafés, tout ça. On a travaillé le rôle. Il y a un gros budget café quoi. Ouais, il boit même pas de café. Non, mais il boit pas de café, je te jure que c'est vrai. Et ouais, c'est. Après, Martin, au départ, il ne voulait pas. Je te voyais pas en tant que renard, en fait, directement. Mais à force de répéter avec lui, vu qu'il y avait une bonne alchimie, on va dire, que ça collait bien, on répétait ensemble. À la fin, je vois Martin comme ça, je me regarde, je dis, mais putain, en fait, toi, tu peux faire le rôle de renard. Tu vois, et lui, il n'y croyait pas, il me dit, mais non, mais je te jure que tu peux faire le rôle de renard, ça passe super bien, on rigole bien, et par moments, on avait nos moments où on prenait notre sérieux, et ça collait bien. Genre, je pense qu'ils ont fait un bon duo de potes, Leslie et Renard. C'est lui qui m'a casté, genre. Ouais, c'est moi qui l'ai casté. Au départ, il me castait, mais à la fin, c'est moi qui l'ai casté, tu vois. Parce que tu vois, moi, je lui donnais la réplique. Moi, je lui donnais la réplique parce que je cherchais le personnage de Leslie. Et après, je me suis dit, je chercherais Renard. Mais donc, je lui donnais la réplique de Renard, mais c'est tout le temps en duo. Et c'est vrai que ça marchait bien, tu vois. Et c'est voilà, et puis après il m'a dit, quand je lui ai dit vas-y tu joues Leslie, il m'a dit ah ouais toi tu fais Renard, je fais allez ok vas-y. En plus c'est une petite légende d'Harrison Ford, ça tu sais, qui donnait la réplique et qui s'est retrouvé avec le rôle de Han Solo, je crois que c'est ça l'histoire. Il était charpentier je crois. Non il était déjà acteur, Ouais. il était déjà dans les films de Coppola et tout. Moi j'étais pas acteur moi. J'étais pas acteur moi. Si t'avais joué dans Les Vacances à Chelles. J'ai joué un plan. Ouais. J'ai un plan, genre dans ma carrière c'était un plan. Non, la ref à Harrison Ford, c'est qu'il a donné la réplique, enfin il était là pour donner la réplique dans un film dans lequel il a fini par jouer, et c'était Han Solo, et c'est celui qui a eu la plus grosse carrière post-Star Wars. Et puis on a eu une future révélation du cinéma français avec nous. C'est possible. Faites bien. Et il me colle partout, on a même le même agent maintenant actuellement. Ah ouais. Tu vois, il veut plus me lâcher, c'est bon. Et donc, alors il y a les deux potes là dans le film, et puis après il y a William Letgill qui est votre pote à tous les deux, et puis après il y a Sébastien, le rôle que joue Sébastien, qui est le pote du personnage de William, mais qui est pas franchement votre pote à vous. On le connaît pas trop de base. Il est bizarre aussi un peu, tu vois, genre on débarque. Déjà c'est pas la même génération en soi. Ouais. Et puis il est louche, enfin je sais pas. Non, après le rôle de Sébastien il est énorme. C'est-à-dire à partir du moment où il arrive dans le film, il apporte une fraîcheur. On rigole directement, son rôle il est un peu atypique, c'est-à-dire que tu es à fond dedans, tu rigoles et
je kiffe. Ouais, il faut le bordel, hein. Il faut le bordel, c'est bordel. Avec ces petites blagues qui sortent à chaque fois, que ça passe bien. Et franchement, chapeau pour ton rôle, frérot. Ouais. Chapeau. C'était pas facile pour lui parce qu'il est venu, je crois, 2 jours ou 3 jours. Mais 2 jours, je 2 crois, en jours, fait. il se fait un tunnel, alors c'est quoi, une demi-heure de film. Ouais. Il enchaîne tout, son personnage il défonce. En plus, t'étais sur un autre tournage en même temps, t'étais Ouais. crevé, tu devais apprendre des kilomètres de texte. Ouais, c'était chaud. Ouais, je sais plus sur quoi j'étais. On tournait une série, non? Surveillant, je crois. Non, le remplaçant, pardon. Le remplaçant? Ouais. Surveillant. Le surveillant. Le chef de cantine, je crois, c'était. C'est possible. Et au milieu de tout ça, à un moment où vous êtes entre potes, là, du coup, dans le tunnel, tu tentes un jeu de mots entre claustrophobie et homophobie. Ouais, alors. Pourquoi ? Moi, c'est une blague, je trouvais ça marrant de dire un mec est tellement con qu'il confond des mots aussi différents. Et surtout, parce que c'est le mot homophobe, c'est pas anodin, quoi. Et ouais, je trouvais ça marrant de faire un glissement là-dessus parce qu'il est tellement naïf, il dit un truc tellement énorme mais sans aucune méchanceté, quoi. En étant totalement enfantin, et j'aimais bien ce. Ouais, je sais pas. Après, des fois, c'est dur d'expliquer. Juste, je trouvais ça sonnait bien, tu vois, la blague. Juste, ça sonnait bien. Puis même, ouais, je sais pas. Tu sors d'un naturel. Ouais, t'es sûr de lui. Et t'es sûr qu'il n'y avait pas quelque chose derrière ? Parce qu'au final, c'est une histoire d'amitié, mais Ouais. qui sait ? Ouais, j'essaie, il y a ce truc-là un peu, c'est des garçons qui sont des câlins, qui disent leurs sentiments, donc mais il n'y avait pas une volonté de parler d'homophobie ou d'homosexualité vraiment, même si c'est quelque chose qui... Enfin après, c'est chacun libre à son interprétation. Il y en a qui me disent, ouais, Momo et Amine, ils ont un truc entre eux. Écoute, j'en sais rien, les relations humaines, parfois, tu sais pas trop, hein. Quelqu'un c'est ton pote, c'est, je sais pas, même moi j'ai des filles, c'est mes amis, après j'étais un peu amoureux, puis après c'est mes amis, enfin tu sais jamais trop, tu vois, genre... moi je crois, comme pour le film, je crois des trucs qui sont très évolutifs et flex et tout ça. Et non, pour le coup, la blague homophobe ou claustrophobe, ouais, c'est vraiment, ça sort de nulle part et ça casse complètement l'ambiance. Moi, c'est vrai que c'est ça qui me plaisait. Après, j'étais surpris parce que j'ai lu... j'ai un peu regardé sur internet, j'ai eu des gens qui me disaient que c'était homophobe de dire ça, de dire le mot homophobe. Mais moi ça me paraissait un peu bizarre, enfin... Je sais pas, j'ai pas lu cet extrait. Bah, Il faudrait voir le développement de l'argumentaire. Mais... dire que c'était homophobe de dire le mot homophobe. Alors, je vois pas en quoi, c'est à part le fait que ça pérennise l'existence du mot et du lexique, je vois pas très bien en quoi c'est homophobe de parler d'homophobie. J'étais pas hyper convaincu, mais bon, c'était un peu la blague la plus osée du film. Pour dire le niveau, on est assez politiquement correct. Et je crois que c'est bien un peu qu'on s'habitue à avoir des garçons, indépendamment de leur orientation sexuelle, qui aient des vrais sentiments de rupture, d'attachement, de choses comme ça, sans que ce soit forcément un gros enjeu du film, mais en tout cas une énergie entre eux, quoi. C'est quelque chose dont on n'a vraiment pas l'habitude. On a toujours eu l'habitude, de manière assez hétéronormée, d'avoir des amitiés solides, tout en n'ayant absolument aucun doute là-dessus. Là, c'est pas qu'il y a du doute spécialement, c'est qu'il y a de l'émotion, quoi. C'est l'émotion et du sentiment, des garçons avec des sentiments. Ça veut pas, enfin, peu importe leur orientation après. Exactement. Et vu qu'on n'a pas l'habitude trop d'exprimer nos sentiments, il y a une forme de maladresse qui peut créer, un peu de blague ou un peu de gêne, mais finalement. C'est vrai que ça en dit long, je pense, sur la façon dont on conçoit les relations entre potes. Si dès que deux mecs se font un câlin, ça veut forcément dire qu'ils sont amoureux, tu vois. Oui, c'est pour en finir un peu avec le virilisme aussi, je crois. Ouais, moi il y avait ce truc-là. Bon, tu vois, je porte du rose, des trucs comme ça. Je suis pas un... Moi je porte du bleu, tu vois. Ouais, voilà, quoi. Non, après, je suis pas en croisade. Et j'aime bien quand même travailler les clichés, un peu les dépasser et m'en amuser, puis en même temps essayer de révéler des trucs plus. Je sais pas, ouais, moins de stéréotypes un peu bébêtes, un peu négatifs. Pareil pour la vision de la banlieue, que je voulais montrer quelque chose de moins sinistre, quoi, que ce que j'avais l'habitude de voir au cinéma. Et pareil pour les relations entre mecs, c'est vrai que parfois tu croises des mecs dans l'erreur, tu te dis, ah vas-y, c'est des petits merdeux, je sais pas, c'est des cassos, c'est des relous. Et si tu les écoutes 2 secondes, tu vas te rendre compte qu'ils disent des trucs grave marrants, grave tendres, grave intéressants. J'avais envie de passer cette barrière-là de l'a priori que tu as sur des gens, quoi, des gens que tu croises dans ton quotidien. Et là-dessus, je trouve que notre duo, effectivement, il marche bien parce qu'à la fois on est un peu con, on fait un peu des conneries, et en même temps, moi je trouve, on est grave attachant, tu vois, dans le film. Moi-même, quand je regarde le film, je suis attendri par nous-mêmes, tu vois. Alors que, genre, je sais que c'est moi, mais genre, je m'attendris moi-même, tu vois, genre. Ça passe bien, finalement. Cette scène-là peut pas se manger. J'attends rire dans la salle.
Ouais, le complotisme, tu voulais t'en amuser simplement? En fait, j'ai écrit le film, je l'ai écrit avant le Covid. C'est vrai que ça a bien explosé, j'ai l'impression. Non, en fait, j'ai croisé. Bah si, je l'ai écrit, on l'a tourné pendant le Covid. Oui, mais j'ai le souvenir, j'ai le souvenir qu'on a eu une grosse conversation au début du confinement, mais pas en parlant de complotisme, parce que c'était pas encore, ça n'avait pas encore pignon sur rue. Mais au tout début, il me semble que c'était pas encore au moment où tu m'avais proposé le rôle, et on avait discuté beaucoup de X-Files, notamment. Il me semble que c'était au tout début. Il me semble que c'est en mars 2020 qu'on en a parlé de ça. Je me suis mis à X-Files, que moi j'avais pas regardé avant. C'est toi qui m'a conseillé, j'ai regardé pendant le confinement, j'ai regardé X-Files, j'étais comme un fou. En vrai, j'ai tellement adoré le confinement. Posé, tu regardes X-Files, t'es bourré matin, midi et soir. Et je crois pas que c'était pour se moquer ou s'amuser du complotisme. Je pense que c'était le rapport à l'enquête, le rapport à la. Enfin, je dis ça parce qu'on en a parlé beaucoup, mais à la quête de sens, au fait que les gens parfois supportent pas d'être devant l'inconnu, supportent pas leur domaine d'ignorance, et donc de fait, en cherchant ça et là des réponses, se contentent de ce qui peut être le plus énorme, le plus grossier, en tout cas ce qui peut donner le plus de rêve ou de sens. Ou même d'importance à soi. Il y a quelque chose d'assez égotique dans l'envie de trouver le sens, la raison à tout ça, etc. Et ça crée de l'enquête, ça crée du mystère, ça crée un lore, ça crée énormément de choses avec lesquelles on avait envie de jouer, parce que mine de rien, dès que tu touches à l'histoire de l'humanité, au grand mystère de l'humanité, à toutes ces lacunes, c'est vrai que la manière la plus comment dire, je trouve pas le bon adjectif, mais une des manières de remplir les lacunes qu'on a la plus diffusée, la plus facile possible, c'est de créer du complot, c'est de recréer du mythe. C'est de ne pas se contenter des mythes qu'on a, de pas essayer de les interpréter, mais d'en créer de nouveaux et de trouver des sens comme ça. Et ça se prête très très bien au chantier du Grand Paris, vu que c'est un nouveau chantier. Du coup, avec ce nouveau chantier va une nouvelle mythologie, voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, après moi il y avait quand même l'idée globale, c'est différents personnages, ils incarnent aussi des différentes façons de tromper l'ennui et le vide que tu peux ressentir quand tu habites comme ça dans une banlieue un peu isolée où il se passe pas grand chose. Donc oui, c'est les histoires qu'on se raconte pour passer le temps et pour chercher du sens, quoi, nos existences. Puis c'est un spectre intéressant, le complotisme, pas uniquement le complotisme, puisqu'il y a le complotisme, il y a aussi comment ça s'appelle, tu sais que conspirationnisme. Et c'est un spectre hyper intéressant parce que ça va dans tous les sens et on est toujours à une bise de quelqu'un qui va dire quelque chose d'étrange vis-à-vis de ça, tu vois. Ouais. Ça va de la naturopathie, l'homéopathie, à la biodynamie, aux gens qui achètent du vin biodynamie, on va dire non, c'est la méthode Steiner, renseigne-toi. Donc on est toujours très très proche, voire soi-même lié d'une manière ou d'une autre à une forme de ce type de croyance contemporaine, ouais. Oui, de croyance, ouais. De système de croyance, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré plein de fois des gens hyper intéressants qui avaient des grandes théories comme ça. Moi, quand j'ai vu le documentaire La Révélation des Pyramides, j'étais comme un dingue. Tu sais, on te vend du mythe et du rêve qui bouleverse tout ce que tu penses du monde. C'est tellement excitant, quoi. Et j'avais envie de rebasculer un peu cette excitation-là. Et en même temps, moi je trouve que Momo, il a un côté parano, un peu agressif, enfin doux, amer, quoi, des trucs passif-agressif. Mais en même temps, il dit pas des trucs si énormes que ça. Quand il parle de gentrification, par exemple, c'est un phénomène tout à fait objectivement qu'on peut contester, quoi, qu'on peut constater, pardon, pas du tout contester. On peut le contester aussi. On peut, si vous voulez, les gars, si vous voulez contester la gentrification de l'Île-de-France. Si vous êtes chaud, je vous laisse, par contre. Si, avec l'Île-de-France. Ouais, c'est ça. Moi, je connais que ça parce que c'est la ville que j'habite, que je connais. Je vois ce qui se passe un peu et encore. Je vois qu'en surface. Ça va perdre là la personnalité et ça va être beaucoup plus anonyme, quoi. Ça change la ville, ouais. C'est ce que je constate aussi dans ma ville natale. Et ouais, quand Momo parle du Grand Paris, parle de comment l'Île-de-France évolue, du rapport de la capitale Paris à ses banlieues, moi c'est plein de trucs finalement. Alors c'est vrai que je pousse un peu, les curseurs et je vais dans la blague, je vais dans la parodie. Mais au fond, ce qu'il dit, c'est pas si fou que ça, quoi. Je trouve. Après, c'est aussi moi mon interprétation. Tu as en point commun avec les films de Garance, ouais, avec qui tu travailles et qui joue dans le film aussi. Vous avez tous les deux, en tant que cinéaste, cette passion entre guillemets pour filmer les paysages du Grand Paris et du coup ces paysages ou ces non-paysages. Ouais, alors qu'est-ce que c'est qu'un non-paysage? Un paysage qui une zone. Ouais. Alors je dirais pas de non-droit parce que je voulais te lancer sur Stalker, mais je suis pas sûr que tu l'aies vu. J'adore Stalker de Tarkovsky. Ouais. Fan absolu, moi.
Voilà, je voulais te poser la question quand même, parce que la zone dans Stalker, dans la zone de Stalker, tu as aussi finalement des paysages qui peuvent être, qui peuvent rappeler ceux que tu exploites, toi. Ouais. Stalker, moi, ça me fait même plus penser à Annihilation, en fait, de Van der Meer, la zone X, où la nature reprend ses droits et où il y a une menace invisible, impalpable, incompréhensible pour l'intelligence humaine. T'as lu ça, Annihilation? Il y a un film aussi avec Nathalie Portman. Oui, moi j'ai vu que le film. Ouais, mais le livre, mec, c'est exceptionnel. Enfin, ah, mais c'est pas le réalisateur qui a écrit le livre alors? Pas du tout. Parce qu'il est auteur, le réalisateur aussi. Ouais, mais c'est pas du tout ça. D'accord. Moi, c'est exceptionnel. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans les zones périurbaines qu'on voit peu ou qu'on traverse seulement quand on va d'un point A à un point B, dans lesquelles on vit pas totalement. Ou de se dire qu'il peut y avoir des émotions, des choses qui se passent dans une zone qui n'est pas prévue pour l'homme, quoi. Moi, je trouve ça assez beau. Et aussi, ça croise l'endroit où j'ai grandi. Parce que moi, j'habitais dans un quartier pavillonnaire plutôt cool et tout coquet même. Et mon lycée était au milieu des champs, je devais traverser des zones industrielles en bus pour y aller. Et déjà, on traverse plein de petits mondes d'un quartier à l'autre quand on prend le bus. Et je crois que c'est cette poésie-là qui me touchait dès le lycée et qui m'a construit mon rapport, je sais pas, au monde, à la ville, où est-ce que tu veux habiter, qu'est-ce que tu veux faire. Et après, j'ai beaucoup bourlingué avec ma carte Navigo, ça c'est sûr. J'ai été dans tous les sens de l'Île-de-France. À droite à gauche, que ce soit pour aller, je sais pas, chez des potes, en soirée, machin, truc, j'ai fait plein de trucs. Et ouais, j'ai commencé à kiffer ces paysages du Grand Paris, tout ce qu'il offre en fait comme diversité aussi, parce que t'as des endroits parfois c'est la campagne, parfois t'as des bars d'immeubles, parfois c'est des quartiers pavillonnaires hyper cossus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout un monde dans l'Île-de-France qui est peu ou pas exploré au cinéma, quoi. Et oui, le film qu'on a fait avec Garance, c'était aussi moi je viens de ce coin de Seine-et-Marne, j'avais envie de le filmer encore une fois, donc quand elle m'a proposé qu'on fasse le film ensemble, j'ai dit ok, mais ça doit se passer dans ce coin, parce que c'est pas ma marque de fabrique, mais je m'imagine pas raconter une histoire qui se passe ailleurs. Tellement ça fait partie de moi, de comment j'ai grandi, c'est la seule chose que je connais, quoi. Donc ouais, il y a cette volonté-là de réenchanter la banlieue, quoi. Une petite question maintenant sur la manière dont tu as pensé ton image. Alors on va parler des cadres les cadres que tu as utilisés pour justement ces différents paysages, mais aussi tes personnages. Mais on va parler aussi de la manière dont tu habilles tes personnages, donc volontairement avec des couleurs flashy. On va dire que ton image, elle va sur du flashy, mais aussi sur du pastel, un peu. T'as pas peur du rose éclatant. Pas peur. Et tu as des tuniques unicolores. Est-ce que là, ça cache pas aussi une référence à Bioman? Bioman, ouais, Power Rangers. C'est vrai que quand ils arrivent dans les tunnels, c'est méga, c'est force bleue, force jaune, force rouge et force rose, quoi. Mais à mort. Et moi, j'aimais beaucoup cette idée que tu as des flashs de couleurs dans la grisaille du bitume et des non-lieux où rien ne se passe, où rien ne vit, quoi. C'est vraiment... C'est vrai, moi, quand on a commencé à travailler sur ce film, et même les courts-métrages que j'ai fait avant, toujours dans cette idée de rendre la banlieue plus féerique ou plus solaire, moi je me disais, j'aimerais filmer ma ville natale comme si on était dans un film de Miyazaki, dans Mon voisin Totoro, ou Porco Rosso, ou Le château de Cagliostro, mon préféré. Et donc, pour arriver à ces résultats-là, on travaille en amont quand on se prépare, avec le chef opérateur, donc avec qui j'ai une vraie relation de travail, parce qu'on avait fait Moselle ensemble, on a fait 4 courts-métrages ensemble, donc on a vraiment l'habitude de travailler comme ça, Vincent. Et on est vite arrivé, on s'est rendu compte, notamment en préparant avec l'étalonneur qui va faire les effets spéciaux, tout l'étalonnage, toute l'image, quoi, avec Vincent, qu'il y avait des couleurs que j'adore et d'autres que j'aime pas. Et on est arrivé à un point où on a décidé que dans chaque plan, il fallait qu'il y ait du bleu, du rose, du jaune et du rouge, que c'était mes couleurs à moi, ma charte graphique, et que les autres il fallait les virer un maximum, et que pour créer une esthétique, une homogénéité dans le film, qui en plus le film passe d'un genre à l'autre, la comédie comme on disait, un registre à l'autre, un ton à l'autre, et c'est la couleur qui donne le fil rouge de l'unité, c'est ça, et aussi tu rentres dans un univers, tu rentres dans un monde à part, et moi je crois que c'est les cinéastes qui me parlent, et ce que j'ai envie de faire c'est, tu regardes un film, tu rentres dans un monde, le temps du film, quoi. Et c'est mon objectif, après j'essaye de le remplir un maximum avec mes modestes moyens, mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la couleur, c'est un outil qui est hyper important. Et moi, sans être peut-être quelqu'un de... Je dirais pas que je suis formaliste, tu vois, ou vraiment dans le kiff de la pure forme, du pur style pour le style, mais c'est important pour moi qu'on soit dans un vrai univers et avec des couleurs, comme tu disais, à la fois flashy et pastel, c'est-à-dire qui ramènent que des émotions plutôt de l'enfance, de la joie, ouais, comme un paquet de dragibus, quoi. Et j'avais envie qu'il y ait un côté réconfortant dans cette façon de filmer la banlieue. Donc ouais, on a fait extrêmement attention, avec Marie Morgan aussi, qui était accessoiriste et qui faisait les décors et les costumes. On a fait attention parce que comme ça, et si tu regardes le film plan par plan, il y a beaucoup bleu, rose, rouge, jaune, et ça crée comme un monde parallèle où tout est cool, tout est bienveillant. Le film est hyper bon délire, quoi, tu vois, c'est vraiment un feel-good movie dans l'idée, même s'il y a un glissement vers le spleen. Donc tu vois, c'est ça, encore une fois, de la nuance, un cocktail de plein de trucs apparemment contradictoires. Ouais, c'est ça qui me plaît, moi. Putain, je parle beaucoup, hein. Et tes cadres, du coup, parce que tu as des séquences où tu enchaînes des plans larges, ouais. Des photos en plan large. De temps en temps, tu rentres dans le cadre et tu fais des gros plans. Comment tu as pensé tes cadres d'une manière générale par rapport à ton histoire? Alors, sur mes courts-métrages, j'avais l'habitude, enfin la démarche, peut-être d'ailleurs la première fois qu'on s'est vu, on avait parlé de Twin Peaks. Il y a un truc comme ça, assez simple, finalement, une grammaire de cinéma. Plan large, champ contre champ, beaucoup de plans fixes, tu vois. En fait, moi, je me disais que je voulais que ça ressemble à une bande dessinée pour enfants, genre Tintin ou Benoît Brisefer, ou les bandes dessinées réconfortantes que je lisais, pleines de couleurs, encore une fois, quand j'étais gamin, quoi. Et j'avais envie de réussir à filmer la banlieue comme une bande dessinée, et ça m'a donné cette science des cadres, ouais, un peu burlesque. Les frères Cohen aussi, la façon dont les frères Cohen mettent en scène leurs films de comédie, à la fois de dialogue, mais aussi de comment les corps sont dans les décors. Et c'était important pour moi de montrer des petits bonhommes perdus dans l'immensité d'une métropole un peu déserte, quoi. Ça, d'où les plans larges, souvent les plans larges frontaux des arrêts de bus qui rappellent d'ailleurs ceux de Comment c'est loin. Et ça, c'est clairement une inspiration. Et aussi des plans plus proches d'eux, parce qu'on s'intéresse à leur tchatch, à leur dialogue, à leurs petites expressions faciales. Donc c'est vraiment comment on arrive à conjuguer à la fois les bonhommes perdus dans les grands espaces et des petites personnalités qui ressortent et qui prennent toute la place, quoi. Donc ouais, c'était ça notre grammaire de cinéma. Après, il y a aussi la contrainte technique qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, on est une petite équipe, très légère, et on part pas dans des trucs hyper compliqués. Donc finalement, la mise en scène, elle est assez simple. Et ça, de la contrainte naît vraiment la démarche de se dire ok, on raconte cette histoire un peu fofolle d'une façon plutôt simple et moi j'aime bien la simplicité, je crois, finalement. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mysterious Skin aussi, c'est un film comme ça qui me plaît beaucoup, qui est assez simple. Et en même temps, j'adore des réalisateurs comme Paul Thomas Anderson qui t'en mettent plein la vue, j'adore, mais... Ouais, dans tes courts-métrages, tu faisais effectivement plus de plans audacieux, tu sais, de faux plans fixes. T'aimais bien tenter des trucs dans Moselle un peu et tout. Mais non, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui est agréable dans ce film, c'est que c'est un film de plan. Donc avec le temps de le découvrir, le temps de le regarder, et au final on voit bien que quand on a posé la caméra quelque part, c'est jamais par hasard. Donc c'est agréable de s'y intéresser un petit peu, et ça permet de faire aussi beaucoup de mise en scène à l'intérieur, de plans fixes, quoi. C'est en ça que c'est assez BD, avec beaucoup d'air aussi par moments sur de la comédie, sur des plans très larges. Ouais, il y a beaucoup de comiques de Baban. Mon personnage par exemple, il se balade dans le cadre un peu comme ça, il bouge tout le temps. Ouais, c'est beaucoup composé autour des personnages, ça c'est sûr, mais de comment on place les personnages dans cet univers de banlieue à la fois étrange, à la fois poétique, quoi. Oui, c'est ça qui fait beaucoup de bien avec ce film, c'est que c'est un film qui a été pensé. Et mine de rien, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est pas un film qui s'est dit tiens, comment je vais faire pour filmer ça, ou comment. C'est un film qui se dit tiens, il va y avoir un plan à faire, et donc tant pis, même s'il n'y a pas d'argent, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'équipes, etc., on va quand même essayer de faire les choses avec une raison particulière. Et il n'y a pas un seul moment où ce qui est filmé est laissé à l'abandon par la mise en scène, et où la caméra est positionnée parce qu'il y a des contraintes de narration dramaturgique, quoi. Le film a vraiment réfléchi son esthétique, et c'est en ça que je le trouve, moi, à titre très personnel, vraiment réussi. Et ce qui fait que c'est un vrai film de cinéma, et pas un film qui enchaînerait les séquences comme on peut voir fréquemment dans les téléfilms. Tu vois, c'est pas du tout un film de télé, c'est un vrai film de cinéma. Merci. Qui a cette ampleur-là. Non, mais complètement. Et autant sur l'image, tu as cherché l'unité, autant sur la musique,
Ouais. Là, à l'inverse, tu as cherché plutôt le côté disruptif, Ouais. la variété, la fusion presque. Ouais. Alors la musique ça a été un gros chantier pendant longtemps. On a commencé à travailler avec Maxence assez tardivement en fait. Donc Maxence Sirin qui a composé la musique du film. Il y a deux gros axes. Non, il y en a plus. Bon, les deux axes avec Maxence c'était ce qu'on appelait le thème des pieds nickelés. Donc la petite mélodie de leur galère, ils tournent en rond, ils attendent, ils s'ennuient, c'est des galériens. Donc il y avait ce premier thème là plutôt comique. Et puis il y avait des... Parce que Maxence est pianiste. Et il y avait aussi... moi j'adore... quand il part dans des mélodies à la Sakamoto, un peu quelque chose de plus mélancolique, plus de spleen, des mecs perdus qui s'ennuient dans la métropole. Et il y avait C'est le compositeur de Studio Ghibli, c'est ça? Ouais, non, alors Joe Hisaishi aussi. Ah, Ouais. c'est Hisaishi. Hisaishi, ouais, gros fan qui a fait les musiques des films de Miyazaki. Et Sakamoto, c'est qui alors? Sakamoto, il était dans Yellow Magic Orchestra, c'est un pianiste aussi. Et je kiffe trop ce mec. Et en fait, Maxence et moi, on aimait tous les deux lui, donc c'était une référence. En même temps, après, il a fallu passer au-delà parce que la musique, tu peux vite tomber dans un truc qui tourne en rond. Donc lui, il a réussi à garder en tête un peu cette idée, mais à faire son truc à lui. Et moi, je trouve qu'il a trop bien bossé. Après, on a rajouté dans les moments où le film part dans des directions de plus de cinéma de genre. C'est vrai qu'on est parti loin aussi dans la musique pour aller à fond dans le délire, notamment avec Momo, quand on met des méga grosses musiques hyper comme ça, thriller, parano et tout, là, ouais, on s'est lâché complètement. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté presque jukebox dans le film, je crois qu'il me plaît aussi, peut-être du cinéma de Scorsese ou Tarantino que j'adore quand il y a des gros morceaux qui débarquent. Aussi, on a pas mal regardé les films de Pere Jatko, comme Pere Jatko dans le film du 14 juillet, il utilise la musique comme un outil pour faire des gags avec des gros, d'un coup, des trucs hyper saccadés, qui s'arrêtent, qui repartent, et qui font plein de blagues de musique. Et ça nous a aussi pas mal aidé comme inspiration. Mais globalement, c'est quand même Maxence qui a réussi à donner, là encore, un fil rouge à toutes les aventures, aux différents registres. C'est la musique qui permet de colorier telle scène d'une façon ou d'une autre, de créer une ambiance globale qui change, qui évolue, un peu comme le ton du film. C'est vraiment la musique qui donne le ton du film. Et hyper importante à ce titre-là, quoi. Je voudrais qu'on parle un peu du processus d'écriture au sens large, hein, que c'est sur le scénario, mais même au montage, ou des acteurs aussi qui ont pu participer par leurs propositions. Mine de rien, ton scénario aura beau être entre guillemets hors gabarit, tu as quand même respecté certains codes. Tu as des personnages qui évoluent, tu as une quête, tu as un anti-climax, tu as un climax. Est-ce que ça t'est venu naturellement, ou est-ce que c'est les différents cycles de relecture? Est-ce que c'est ton producteur? Est-ce qu'on t'a demandé d'aller quand même vers des gabarits quand même au final pour que ton film tienne debout? Oui, c'est un peu des deux, je dirais, parce que moi, à la base, l'écriture, elle est super instinctive. Donc j'écris ce qui me fait délirer. J'essaye quand même un peu que ça ait un sens, que ça ait quelque part, qu'il y ait une forme de résolution. Peut-être parce que je suis matrixé par les exemples de films que j'ai vus qui me plaisent et j'ai envie... ouais, j'ai pas trop envie qu'à la fin on se dise « Ah, et alors ?» oui. Après, c'est vrai que dans la maturation, tous les processus qu'il y a eu, déjà je suis parti en résidence d'écriture avec le CNC, un truc qui s'appelle Trégor Cinéma d'ailleurs, dans le coin. Et j'ai adoré. Là, vu que moi j'ai aucune formation, ça a été un peu la première fois où d'un coup j'ai des cours, une méthodologie et trucs. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de tout l'univers, les blagues, le délire, la fraîcheur, ça, je pouvais en plus réussir à construire quelque chose qui me permette d'emmener les personnages et le spectateur vers des vrais sentiments, des vraies émotions, un truc accompli quoi. Et ça m'a fait kiffer. J'ai aussi bossé avec un scénariste qui s'appelle Alain Lérac et qui m'a aidé là où moi parfois c'est un peu brut quoi, un peu et à prendre du recul et à voir là où je peux construire des choses vraiment plus profondes sur les personnages. Donc je pense que c'est eux qui m'ont aidé à avoir ouais, peut-être un truc plus structuré quoi, et pas juste un freestyle qui part dans tous les sens. Mais de base, moi j'avais quand même un peu cette volonté là d'amener quelque part les personnages et je trouve que c'est un assez bon équilibre entre le bordélique, la surprise et ouais, quelque chose de plus, je sais pas, ouais, de plus structuré, je crois. J'ai du mal à me rendre compte comment je bosse vraiment. J'écris, je réécris, je réfléchis, c'est mieux comme ça, j'ai pas vraiment une vraie méthode, tu vois. C'est empirique de ouf. Ça veut dire je le fais au fil quoi. Et donc Mamadou et Sébastien, dans les dialogues, quelle liberté il vous a laissé? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a de l'impro quand ça parle de Covid par exemple. Moi par exemple avec Martin, on avait beaucoup d'impro, moi.
On avait beaucoup d'impro, après Martin me laissait la liberté de prendre mon texte quand je veux le prendre, et après on essayait de voir si ça passait bien, on validait, et on partait sur ce dialogue-là. Après celui il n'était pas construit, tu me laissais faire, c'est pareil. Ouais, c'est-à-dire que dans le scénario, tu avais des indications de choses à raconter, mais c'était pas forcément écrit. Pas forcément écrit, on suivait le texte, mais à une autre manière, on va dire. Je pense que ça passait mieux, ça faisait plus naturel que de suivre à la ligne comme ça. C'est ça qui a fait qu'on a... C'est un mix des deux en fait. C'est ça, avec les deux. Tous les dialogues sont écrits, mais on n'est pas du tout stressé sur quel mot, quelle virgule, machin. Du coup, on sait l'ordre des répliques, où ça va. C'est écrit de A à Z, mais par contre les mots qu'on utilise c'est jamais les mêmes en fait, c'est ce qui nous vient sur le moment. Exactement. Alors j'ai envie de dire tous les deux, alors toi Martin tu joues un personnage, Mamadou tu joues aussi un personnage, mais j'ai l'impression quand même que ce sont, alors c'est peut-être un peu vos mots mais de manière un peu exagérée, mais je pense que c'est un peu vos mots quand même. Sébastien, j'ai l'impression que par contre tu vas chercher un registre de langage qui n'est pas le tien. Oui, alors pour le coup moi c'était un peu différent puisqu'on avait beaucoup parlé du personnage en amont avec Martin, sans même penser que c'était moi qui allais le jouer à la base initialement. Et en termes de lexique, effectivement, c'est pas une terminologie avec laquelle je suis très familier, mais que je connais, que j'entends souvent, à défaut de l'usité. Nous sommes en 1938. Voilà, donc effectivement en termes d'improvisation, il y avait beaucoup moins de choses, mais comme on en avait beaucoup parlé en amont, mais énormément en fait, enfin... je voyais très bien où ça pouvait aller. Mais le fait est que sur mes moments fleuves, j'ai pas dû improviser grand chose. Au contraire, j'étais plus dans le devoir de mémoire que dans l'effort de création, quoi. Le devoir de mémoire. Aussi, il y a un truc, moi je me rappelle, c'est quand tu disais. Attends, merde, c'est quoi? C'est pas une question rhétorique? Là, c'est quand tu fais. Répondez pas, c'est pas une vraie question. Ça, c'est une impro qu'il avait faite. Mais en fait, c'est pas vraiment. Enfin, tu l'as fait une fois, et puis après, on kiffe, donc tu la refais à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment une impro. C'est lui qui a ajouté ça au texte. Et il y a William, je parle à sa place vu qu'il est pas là, mais William il a fait pareil avec la sauce Valéry Giscard d'Estaing quand il montre les burgers et il nous sort la sauce Valéry Giscard d'Estaing. Ça, j'avais pas écrit, c'est lui qui l'a rajouté. Et c'est vrai que si ça nous plaît, qu'on trouve ça marrant, allez, c'est parti, on y va. Et à chaque fois, c'est des trucs qui sont restés au montage parce que aussi, si je choisis de bosser avec des comédiens en particulier, c'est parce que je sais qu'ils vont tellement correspondre au personnage, même rajouter plein de trucs que j'avais pas pensé moi, qui vont donner toute leur personnalité et encore plus. Et je pense que si tu bosses en lui disant non, tu dois faire exactement ce que moi j'ai écrit à la virgule près, bah je sais pas, c'est un peu. Pas naturel. Déjà, moi, le plus important pour moi, c'est que ce soit naturel. Que ça a l'air, comme tu dis, improvisé, comme si on disait n'importe quoi, comme si on improvisait tout le dialogue, que rien n'était écrit à la base. C'est l'impression que je veux que ça donne. Et ouais, puis je pense qu'on travaille avec des gens parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Que ce soit les comédiens, mais aussi tous les gens de l'équipe du tournage, à chaque poste, comme hyper collectif, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a un côté réalisateur qui vient présenter son film, machin, mais au final, c'est un truc qu'on fait tous ensemble, quoi. Je reviens sur la géographie des lieux, parce que tu traverses aussi une autre géographie dans ton film. C'est une autre géographie des banlieues, quelque part, ou du périurbain parisien, du Grand Paris. C'est la question du tu fais quoi, t'es avec qui, tu deviens quoi. Tu te permets même de citer Nietzsche 2 fois, je crois. Ouais, je suis un expert de Nietzsche. Un grand fan de Nietzsche. Grand fan de Nietzsche, depuis tout petit, ouais. 2 fois je cite Nietzsche, putain, je me rappelle d'une, mais c'est quoi Et tu deviens quoi? Tu deviens Je quoi, deviens ce que je suis. Ce que je suis. En fait, ça, j'avoue, c'est un. J'ai HL, tu vois, chez moi, genre une fois un de mes potes me dit ah, j'ai recroisé machin, je fais ah ouais, il allait bien, je sais pas trop, j'ai demandé tu deviens quoi, il m'a dit je deviens ce que je suis et il est parti. Et je l'ai gardé en fait. Après, j'avais compris que c'était Nietzsche et tout, on cherchait un peu, mais il y a des trucs comme ça, c'est des punchlines que j'ai entendus dans des trucs, je sais pas, au détour d'une conversation ou quoi. Et je l'ai gardé et ouais, je trouvais ça marrant le décalage parce que nos deux personnages, on a, mais de quoi ils parlent et on rentre dans un totalement nouvel univers quoi. Mais ouais, citer Nietzsche, ouais. Ouais, je sais pas, ça c'est des trucs aussi, c'est au feeling beaucoup. Les dialogues, c'est beaucoup au feeling les dialogues. C'est beau aussi comment c'est dit. Bah ouais, moi j'adore. Et ce côté stagnant du coup des personnages ou la difficulté de se sortir d'un marasme social environnant, c'est quelque chose de politique pour toi ou c'est juste un message comme ça? Pour moi c'est totalement politique. Mais tout ça c'est la même démarche quoi, de montrer les banlieues différemment, de montrer des jeunes qui galèrent, qui s'ennuient, mais qui sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui juste sont un peu du père, parce que je crois on est tous grave un peu du père, même pas que les mecs de mon âge, genre les plus jeunes, ils ont l'air bien stressés,
bien déboussolé, les anciens aussi, tout le monde est un peu du père. Et moi, je voulais faire passer. Ouais, montrer cette réalité-là et en même temps rigoler, essayer de tirer des petits sourires, un peu d'espoir là-dessus, à travers une comédie, à travers une aventure. Mais c'est vrai que le vrai cœur du film, c'est quelque chose que moi je ressentais beaucoup. Parce que, surtout, plusieurs fois je suis sorti avec des filles qui, à un moment, sont parties vivre au bout du monde. Et moi, j'étais tout seul comme un con dans ma ville, avec tourner en rond, à bosser au même endroit, ou à galérer avec les mêmes potes, à fumer les mêmes joints, mêmes arrêts de bus, tu vois. Et je me sentais hyper enfermé. Et j'avais l'impression d'être comme prisonnier de ma ville, alors que rien ne m'empêche de partir. Et en même temps, je voyais pas, j'avais pas d'argent, j'avais pas de trucs à faire, donc je me sentais complètement prisonnier. Et ça plusieurs fois, ça. Et ça plusieurs, 2 fois en gros, 1 fois et demie, 2 fois, ouais. Et je crois que l'expression qui symbolise le plus ça, c'est à chaque fois on dit ça dit quoi en ce moment? On est là. Tu sais, quand tu dis ça dit quoi? On est là, hein. Genre on est là, on est toujours là, quoi. Et c'est ce truc d'immobilisme, je trouve ça à la fois beau. C'est un truc de ma réalité avec mes potes d'enfance. Là en ce moment, vu que j'ai fait le film, je bouge plus que. Ma vie elle est différente de quand je l'ai écrit. Puisqu'on est invité à le présenter parfois, machin, j'ai du taf tout simplement. Mais globalement, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond et. Je sentais une espèce de d'errance, de routine, autour de moi, un truc où on est tous en mode mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Là, on fait cette interview, on voit bien que tu intellectualises beaucoup les choses, ton film il est pensé, comme disait Sébastien, mais dans ton film, tu n'as pas eu peur d'égratigner le personnage que tu joues, et c'est une image de représentation que tu as aussi forcément quand les gens viennent de voir ton film et qu'on te voit sur scène. Il y a un côté un petit peu un personnage à la Catherine, un peu. Ah putain, merci, j'adore Catherine, moi, je suis un fan de Catherine. Un peu Gogol inspiré et assumé. Ah, merci, ok, d'accord. Je t'écoute jusqu'à ce que tu dises Gogol. Moi, je sais pas, c'est dur. Des fois, on me demande est-ce que je joue un personnage. Là, quand on parle de trucs, je suis sérieux parce que tu me parles de thématiques qui me tiennent de ouf à cœur, tu vois. J'ai pas fait. Après, j'aime bien aussi faire des blagues. Je sais pas, j'ai du mal à savoir. Et t'as pas peur d'être enfermé dans la propre image que toi, tu as voulu donner de toi-même en jouant dans le film, du coup? C'est sûr que en fait, je pense que quand je débarque, tout le monde se dit que je suis Gogol, vu que je suis totalement con dans le film. Mais si on parle de sujets et qu'on commence à rentrer un peu vraiment dans la discussion, à creuser les thématiques, j'espère que les gens ils se rendent compte qu'au final, j'ai pas fait le film comme par hasard, sans faire exprès. J'ai un peu pensé. Après, si les gens veulent penser que je suis con, j'en ai rien à branler, en vrai, ça me dérange pas. Hein. Non, je t'assure, t'es très loin. Non, mais merci, gros. Non, mais moi, ça me dérange pas. Après, moi, ce que j'ai envie de faire des blagues et qu'on s'amuse un peu ensemble. Donc, pour moi, le plus important, c'est peut-être, je sais pas, clown. Mais pour moi, les clowns, c'est toujours des gens qui sont un peu. Tu vois, ils font rire les gens, mais en même temps, ils pensent, ils sont un peu en recul et tout ça. Non? Si. C'est hyper. Je sais pas, j'aime bien les clowns, moi. Les clowns, ils sont jamais juste B, ils sont toujours un peu. Tu sais par exemple que Louis de Funès était quelqu'un de cynique dans la vie. Ouais, mais même. Mais ouais, de ouf. Je sais pas, plein d'exemples, genre Owen Wilson. Après, Louis de Funès, c'est même un mec hyper triste. Moi, je suis pas triste. Mais je suis pas cynique non plus. J'aime bien faire des blagues. En ce moment, c'est par exemple, ma life, en vrai, pour être tout à fait transparent, c'est je suis avec mes potes, on a fait le film ensemble, on est invité dans des endroits, je voyage, je découvre des villes, je profite à mort. Je sais pas ce qui va se passer, je pense jamais à la suite, quoi. J'aimerais trop refaire un film, c'est ma passion, je regarde des films tout le temps, c'est ce que je préfère dans la vie. Mais genre, je sais pas pourquoi je raconte ma vie d'un coup, je sais même pas. Là, je suis parti dans raconter ma vie. Pourquoi je parle de ça? Alors, on va parler de ta vie. Je suis dans un truc de kiff, quoi. On va parler de ta vie. Le mec raconte sa vie. La semaine dernière, non, mais je kiffe pas que, je fais pas que de kiffer, faut pas croire aussi, mais normal. Je peux paraître comme le mec toujours souriant sur moi, mais des fois je suis pas en forme, c'est normal, comme tout le monde. Et alors, il me reste 3 questions. Putain. La première, est-ce que tu es cancer? Je suis cancer. William et moi, on est vraiment cancer. William et moi, on est cancer. On est né à 3 jours d'intervalle. Ah ouais? Le 9 juillet et le 12 juillet, ouais. Tous les deux, on est cancer. La deuxième, est-ce que tu peux nous parler de la séquence plutôt finale? Alors sans dire ce que c'est. Il faut pas spoiler. Sans spoiler, mais le fait que du coup tu as des effets spéciaux qui s'invitent là-dedans. Ouais. Comment tu as travaillé ces effets spéciaux? Et parmi les effets spéciaux, est-ce que le ciel étoilé qu'on voit à la fin, c'est quelque chose que tu as rajouté ou est-ce qu'il était vraiment comme ça? Parce qu'il est très étoilé. Moi j'adore ça, en fait j'adore
avoir des personnages très réalistes, enfin très banals qui parlent de trucs avec un langage complètement d'aujourd'hui, habillé comme n'importe quel galérien dans la rue et tout, et que derrière il y a un ciel artificiel complètement féerique. Moi j'aime bien ce décalage là. Et donc non, c'est un ciel qu'on a nous travaillé. En gros, moi c'est simple, hein, je vais te dire, j'ai pris le ciel dans Bonne Nuit les Petits, le dessin animé là. Enfin pas dessin animé, les trucs. Marionnette. C'est quoi? Marionnette. Marionnette, ouais. Les trucs marionnettes. Et que moi quand j'étais petit, ça me faisait rêver. Je sais pas, c'était grave poétique. Je pense que c'est là où j'ai, comme enfant, j'ai découvert la poésie. C'est peut-être ça, Bonne Nuit les Petits mecs dans le ciel. Il y a peut-être une version 3D qui existe. Non, moi je parle des trucs d'anciens, tu vois, genre. C'est resté vraiment. Ouais, tu vois, genre. Nicolas, Nicolas, Oscar. Oscar, c'est le cousin, c'est le neveu à Nounours. En fait, t'as connu le reboot de. Non, moi j'ai connu le vrai truc des anciens. C'est en noir et blanc le premier. Ah non, moi j'ai connu un dessin animé. T'as pas pu connaître. Parce que moi je l'ai pas connu non plus. C'est pas un dessin animé, C'est les années 60. Ouais, je sais, mais moi je connais genre à la télé. Ah ouais? Ouais, j'en allais. Et il y a eu un reboot. Je l'ai dit à la télé. Ah ouais? Ah oui. Bah, moi aussi. Bon, bref, en tout cas, l'inspiration c'était ça, Bonne Nuit les Petits. Et ouais, tu vois, des mecs en survêt en train de fumer des joints avec un ciel Bonne Nuit les Petits, tu vois, c'est quand même. Ça crée un truc, quoi, genre. Et aussi beaucoup, j'en parle des fois, c'est Greg Araki, qui est un réalisateur, moi, je trouve intéressant. T'en parlais, Mysterious Skin. Mysterious Skin, ouais, et Nowhere aussi. Et j'adore ce rapport, c'est à la fois très brut, très violent, et puis complètement fantasmé, féerisé, machin. Ouais, ton style est éloigné quand même. Ouais, je sais, mais moi, tu vois, genre, je sais pas trop ce que c'est mon style, mais je sais que j'aime des trucs qui sont très différents, et que ça, dans mon expérience de ma vie, de comment je vois le monde, et c'est plein de trucs qui sont en même temps éloignés et qui en même temps créent comme ça toute une matière. Et après, avec cette matière-là, j'écris le scénario et je le mets en scène, quoi. Mais ouais, moi j'aime des trucs hyper différents. Par exemple, je suis fan de 21 Jump Street et je suis absolument fan de Uncle Boonmee, tu vois. Le film, ouais. La série, je l'ai pas vu. Mais tu vois, j'aime des trucs hyper différents. Hyper différents. Et après, je me pose pas 36 000 questions quand j'écris le truc. Avec mes courts-métrages, j'ai eu l'impression de trouver une sorte d'approche ou quelque chose qui était assez personnel dans la façon d'écrire les histoires, de faire de la comédie, de filmer la banlieue pavillonnaire. Et c'est vrai que depuis, c'est quelque chose qui m'excite et que je trouve encore, j'ai encore plein d'idées de films, d'envie, de cinéma, de faire du film de genre, de personnages. Là, sur le prochain film que je suis en train d'écrire, d'avoir des personnages féminins qui prennent le contrôle, qui sont là, qui posent un truc, tu vois, qui sont en couleur et tout. Et ouais, j'ai plein de désirs comme ça et je pense que ça part aussi du kiff que j'ai à continuer à regarder des films, découvrir des nouvelles choses. Voilà quoi. Et ma dernière question, tu cites dans le film les décors, le tunnelier de la ligne 16. Alors ça avance? Ça avance tranquille, ouais, franchement. Tunnelier de la ligne 16, tu sais, vu que moi j'habite à Chelles, enfin là j'ai déménagé récemment, mais vu que de base il y a plein de chantiers du Grand Paris Express à Chelles, le tunnelier de la ligne 16 c'est une réalité quoi. Le centre-ville, la gare elle a complètement évolué, le méga chantier de Bel Air là où on tourne, on est vraiment allé tourner là-bas, pareil ça change la géographie et puis ça nous vend du rêve, c'est de la science-fiction du quotidien quoi. Donc ouais, ça avance tranquillement à son rythme. Je crois nous on est en partenariat avec la Société du Grand Paris pour la sortie du film. On va travailler ensemble normalement. Donc moi à la base j'étais pas forcément soit pour soit contre. Hein. Je m'interrogeais sur ce truc qui fout le bordel, plein de chantiers partout, qui transforme totalement tous les paysages d'Île-de-France, qui est le chantier du siècle pharaonique et tout. Je disais putain mais c'est vraiment Blade Runner mais la porte à côté quoi. Et à la base c'était ça le délire. Après moi c'est vrai que en parlant de ça fait que tu évoques plein de choses de la société actuelle, du monde du travail, de l'ubérisation de la société, un milliard de trucs. Mais à la base, ouais, il y avait l'idée de prendre le paysage du Grand Paris Express comme une nouvelle archéologie, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, c'était une longue interview. Ouais, ça a été, ça va les gars? Ouais, ça va. C'est parce que j'ai beaucoup parlé moi, ça va, c'était pas trop désolé. Non, je gobais beaucoup sur la manif qui me semble assez importante. Ouais, on verra ce que dit la police. Ok. Ouais. Ah non, Et salut, bisous. Merci.